Ce que je vous propose, c'est environ, on va respecter les délais et les dates et les heures. Ça, c'est des avantages des webinaires et du digital, c'est qu'on commence à l'heure, ce qu'on ne faisait jamais avant, et on finit généralement à l'heure. Donc, ça a aidé à la ponctualité. On va faire environ 45-50 minutes d'échange avec nos 4 intervenants, avec quelques questions qu'on a bâties ensemble. Et après, on consacrera les 10 dernières minutes à des questions-réponses. Alors, pour les questions-réponses, ce que je vous suggère aux gens qui sont connectés, c'est d'aller dans le menu qui est en bas, hein, que vous avez normalement tous. Évitez converser, parce que si on a plusieurs, ça va être compliqué. Allez dans la partie Q&A, questions et réponses. Et à la fin d'un échange, eh bien, on regardera quelques questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A. Je voudrais commencer par une première question, je dirais, qui est un peu la plus simple, mais c'est de nous donner quelques exemples concrets, et j'insiste sur le mot concret, sur comment vos différentes institutions ont traversé cette crise du Covid sur le continent africain. Encore une fois, c'est le thème du CIAM. Alors, à la fois pour vous, vous-même, éventuellement vos clients, vos fournisseurs, vos parties prenantes. Concrètement, est-ce que chacun pourrait nous donner 2-3 exemples d'outils, de pratiques d'usage, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler de technologie, mais en quoi le digital, ça nous a pas mal aidé. Qu'est-ce qui a envie de commencer? On n'est pas forcé de respecter l'ordre alphabétique, c'est comme vous voulez. Qui veut se lancer? Bon, sinon je fais l'ordre alphabétique. Hélène. Oui, ça allait tomber sur moi. On changera après, on changera. Non, je plaisante. On a été alors à Abidjan, enfin à l'agence d'Abidjan. Ce qui a été assez particulier, c'est que même si on n'avait pas beaucoup, enfin sur le papier en tout cas, de cas de Covid en Côte d'Ivoire, on fait, enfin toute la Côte d'Ivoire, en fait, tous les clients qu'on a et donc l'agence de facto, c'est un peu collé à la France en termes de timing, c'est-à-dire que dès que la France a commencé à se confiner, ici finalement toutes les boîtes internationales qui sont présentes en Côte d'Ivoire se sont un peu aussi auto-confinées, et donc on a commencé à avoir des relations avec les clients qui étaient version digitale. On n'a vraiment pas l'habitude de faire, parce qu'en Côte d'Ivoire la rencontre prime, et c'est toujours les gens, enfin les clients disent toujours oui, il faut passer prendre un café, etc. Et donc on passe la journée à aller prendre des cafés avec les clients parce que ça fonctionne comme ça, et parce qu'on est vraiment dans l'humain, dans l'échange, etc. en permanence. Et là, on s'est retrouvés un petit peu démunis à commencer à utiliser des outils qui étaient un peu bizarres, et d'autant plus que chacun, en tout cas chaque groupe international, avait son propre outil de télétravail et de conversation. Donc on s'est retrouvés avec des logiciels qu'on n'était pas capable d'utiliser, qui n'étaient souvent pas capés pour des Mac, et ici, comme beaucoup d'agences de com, on travaille que sur Mac. Et donc, on s'est retrouvés dans des espèces de situations un peu ubuesques, on ne pouvait pas se parler, on était connectés sur le logiciel, en même temps on était connectés au téléphone, ça c'était un peu absurde. Et donc voilà, donc ça a rendu les choses un petit peu compliquées, d'autant plus que on s'est retrouvés en Côte d'Ivoire en saison des pluies au moment du confinement, et enfin en début de saison des pluies, et la pluie à Abidjan, quand il pleut, il n'y a plus Internet. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Et ça, c'est notamment dans les échanges avec l'extérieur, avec la France, avec d'autres pays, où quand on dit ah, mais en fait, on va pas pouvoir se connecter parce qu'il pleut et on est un peu désolé. Et les gens disent mais vous me prenez pour des andouilles, c'est pas possible. Mais là, non, mais vraiment, on peut pas se parler. Voilà. Donc ça a été un peu compliqué. Mais la dernière chose, et ça, je pense que c'est le process d'une agence de com a fortiori digitale, c'était de se dire, bon, on a des employés qui sont plutôt jeunes, tout le monde s'est mis finalement assez vite au hangout qu'on a beaucoup utilisé, et puis on a vraiment bien bossé à distance pendant le confinement, et j'ai trouvé que c'était même bien en termes de management, parce que ça a permis une forme d'autonomisation des salariés, et qui n'était pas forcément le cas quand on était tous ici. Et je trouve qu'il y a vraiment eu un avant et un après cette période-là. D'accord, merci beaucoup. Petite question quand même, vous dites que c'était bien pour vos salariés en termes de... Et pour vos clients, vous sentiez que, surtout les clients locaux, en Côte d'Ivoire notamment, vous sentiez qu'il y avait cette même autonomie de management avec le télétravail? Pour eux, avec leurs employés, oui. Ou entre les relations avec les clients? Avec leurs employés, pour eux. Je trouve que ça a vraiment dépendu ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Autant des grands groupes type les Unilever, les L'Oréal se sont mis en télétravail, mais comme du jour au lendemain, sans souci, etc., parce qu'ils ont l'habitude de travailler comme ça.
autant les PME ivoiriennes qui se sont retrouvées en télétravail du jour au lendemain sans comprendre de quoi il s'agissait, comment il fallait faire. Là, ça a été compliqué et il y a eu quand même beaucoup de couacs en termes de management chez les clients pour en fait, les PME qui n'étaient pas habituées à ce genre de choses. Inge, j'imagine que l'enseignement supérieur, ça a été un tsunami, ce qui s'est passé. Je pense que oui, c'est le mot. C'est le mot. Et à répondre à la question, qu'est-ce que les outils digitaux, en fait, ont fait pour nous? Ils ont tout fait pour nous. Sincèrement, si je devais résumer, sans les outils digitaux, on n'aurait pas été en mesure de continuer nos enseignements. Donc, nous, on a vécu effectivement le lendemain du 15 mars de façon assez particulière, déjà à jouer en Josas, puisqu'on a quand même 4500 personnes sur le campus à l'année. Donc, on a dû mettre tout le monde en remote. Et donc, nous, on a digitalisé 700 cours en 15 jours. Donc, on a tout basculé en 15 jours sur le online, donc avec les étudiants qui, en partie, étaient encore présents, l'autre qui repartaient dans leur pays. Donc, ça allait jusqu'aux étudiants africains qui sont finalement rentrés au fur et à mesure. Donc, voilà, nous, on a mis du full digital, donc une équipe digitale qui était vraiment sous tension pendant plusieurs mois. Mais finalement, sincèrement, concrètement, l'expérience était assez positive. On a pu vraiment complètement continuer l'année. On a fini l'année. On a recruté la nouvelle année. Donc, voilà, ça nous a vraiment permis de continuer en fait nos enseignements dans le monde entier. Et puis, soit il est suivi depuis juillet ou soit il est suivi d'ailleurs. Alors, concrètement, donc après, pour l'Afrique, les étudiants africains sont au fur et à mesure rentrés chez eux. Ils nous ont suivis depuis là-bas. Et on a commencé à faire, on a un bureau à Abidjan, HEC Paris a un bureau à Abidjan, une communauté assez importante. Et donc, on a commencé à faire des événements un peu hybrides, c'est-à-dire des étudiants, notamment aussi en Executive Education, qui devaient venir, sont restés sur place, on les a accueillis dans le bureau et on a amené la classe de jouer en Josas en hybride. Donc, deuxième exercice, c'était de commencer à créer des choses hybrides avec des gens qui sont retrouvés ensemble à Abidjan et puis qui finalement ont suivi les cours en ligne. On a aussi, pendant cette période, autre expérience de cette période grâce aux outils et à la mobilisation. Je pense que pour moi, quelque chose qui m'a énormément, je dirais, touchée, c'est peut-être le mot, c'est la mobilisation humaine pendant cette période et qui, avec des outils digitaux, ont fait des choses qu'on n'a jamais faites avant. Donc, troisième catégorie de l'expérience, pour moi, c'est ce qu'on n'a jamais fait avant. Et entre autres, on a organisé un hackathon COVID-19 Africa, panafricain, un challenge panafricain, full online, avec plus de 400 projets, en fait, qu'on a pu animer, sélectionner. Et puis, le projet gagnant est arrivé physiquement à la station F, dans notre incubateur, il y a tout juste un mois. Donc, troisième grande expérience, c'est l'humain et les possibilités qu'on a eues, des choses qu'on n'avait jamais faites avant et qui se finalement connectent entre le digital et l'humain. Parce qu'encore une fois, la start-up maintenant est présente physiquement. Et dernier élément, tous nos événements d'HEC sont finalement maintenant aussi en ligne. On a fait la diplomation en ligne. On fait notre Africa Business Day qui a lieu le 24 novembre cette année. Il est full online. Donc, les étudiants, les entreprises se rencontrent maintenant dans les événements online. Voilà, donc les événements sont online aussi. Alors, merci, c'est super intéressant. Tu as parlé des cours jusqu'à la diplomation. En live, je pense qu'il y a eu quelques déçus de ne pas avoir le parchemin en papier. Mais quid de deux autres process qui sont importants dans l'enseignement supérieur, qui sont le recrutement, parce qu'à un moment donné, il faut bien recruter. Et là, je pense que ça a eu aussi des impacts. Alors, en France, c'est sûr, en Afrique, je ne sais pas. Et quid aussi des examens, parce qu'à un moment donné, sur une partie importante des cours, il faut bien faire des examens. Et les examens en virtuel, c'est la même chose qu'en physique. Alors, je vais répondre au premier sujet. D'abord, c'est le recrutement. Donc, le recrutement, il s'est fait un peu avec une adaptation du process. Hein. Ça a été aussi dit dans la presse. Donc, il n'y a pas eu d'euros en France. Et pour le reste, pour l'international, pour revenir sur l'international, on a fait tous les euros finalement en ligne. Donc, ça n'a pas vraiment changé, je dirais, de ce point de vue-là. Et on a eu une influence record cette année pour tous nos programmes. Donc, ça n'a pas du tout changé non plus. Et je vous avoue, j'étais dans les jurys d'admission. La seule chose que nous demandait à chaque fois, la question à laquelle l'étudiant a droit, et à chaque fois, c'était « Est-ce que je peux venir sur le campus ?»
Ah oui. Donc, peut-être dernier enseignement que je voudrais partager avec vous ce matin, la jeune génération de 20 ans n'a demandé qu'une chose, c'est de venir sur le campus. Et ils sont sur le campus aujourd'hui, avec toutes les restrictions et les changements un peu toutes les semaines. Je vous avoue, Les soirées, c'est fini. Les soirées, et il y en a plus, ça c'est sûr, et même les cours, il faut les faire à moitié groupe, etc. Bon, donc c'est un peu compliqué, mais ils sont sur le campus. Donc voilà, enseignement aussi, c'est vraiment les jeunes ont envie de venir sur le campus. Et pour répondre sur la question d'examen, oui, évidemment, c'est différent. Et oui, on a utilisé aussi il y a des outils digitaux en fait qui existent pour ça. Voilà, qui surveille un petit peu ce qui se passe autour de l'étudiant pour savoir s'il n'y a pas un copain à côté qui lui souffle toutes les réponses. Donc, voilà, C'est donc le risque quand même. Voilà, donc non, mais c'est avec des outils qui ont été validés qu'on a pu faire les examens. Ouais. Bon, en tout cas, Mais c'est une bonne on a nouvelle appris sur le tas, si je devais conclure là-dessus, comme tout le monde. Mais encore une fois, une belle mobilisation et inclus de nos professeurs, alors qu'ils ont dû revoir 4 fois la façon d'enseigner. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que les jeunes de 20 ans ne sont pas forcément que derrière leur écran. C'est quand même une bonne nouvelle. Patrick, vous, quel a été votre retour d'expérience sur ces 6 derniers mois? Alors, Alexander Youth Afrique Search, nous sommes un cabinet de recrutement de dirigeants pour l'Afrique et nous recrutons de façon, je dirais, assez locale, mais de façon globale aussi. Lorsque je dis locale, c'est-à-dire qu'on a des implantations dans plusieurs pays africains de façon globale, moi, je suis basé à Paris et nous recrutons aussi la diaspora africaine pour les faire retourner en Afrique. Donc, on a une implantation qui est très localisée géographiquement, mais qui est aussi déportée un tout petit peu ici en Europe. Lorsqu'on parle d'Afrique, c'est quand même 54 pays, on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai que les réalités avec nos implantations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et ce qu'on a vécu peut varier d'un pays à l'autre. Lorsqu'on parle d'Afrique du Sud, on a un bureau en Afrique du Sud. Le bureau d'Afrique du Sud a été très touché avec un confinement qui a été très drastiquement mis en œuvre par les autorités. Donc, ça s'est ressenti aussi sur la façon dont on a travaillé avec nos clients. On a un bureau à Abidjan, la même chose, mais il y avait un couvre-feu à Abidjan. Hélène, je pense que ça a été le cas, mais la relation avec les clients a été encore différente. Alors, je segmenterai mon propos en trois segments. Le premier, c'est nos prospects. Notre métier, c'est d'aller chercher des clients et puis de leur proposer nos services de recrutement. Alors, nos prospects, je dirais, c'est là où on a eu plus de difficultés parce qu'il y a eu une forme de sidération au moment de l'annonce de cette pandémie. Donc, les relations avec les prospects étaient très distantes au début. Donc, il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de reports, d'envie de recruter. Donc, les signatures des contrats sur lesquels on était au départ ont été décalées systématiquement. Donc là, nos prospects ont reculé leur recrutement. Maintenant, nos clients, les personnes les entreprises qui étaient déjà clientes chez nous, on a eu plutôt l'impression que on a renoué des liens avec eux pendant cette période-là, parce que tout le monde, à un moment donné, tout le monde avait envie de se parler et de se partager les bonnes pratiques. Mais ça n'a pas empêché qu'avec nos clients, des contrats qui étaient en cours ont été suspendus. Beaucoup de contrats étaient suspendus et redémarrent petit à petit depuis peu. Après, le dernier, nos parties prenantes, dans nos parties prenantes, il y a une troisième population, c'est les candidats. Les candidats, on a dû leur réapprendre à une nouvelle posture, c'est-à-dire que on a découvert et on a bien compris que les réalités n'étant pas les mêmes dans tous les pays, les connexions Internet ne sont pas pareilles d'un candidat à l'autre. Donc, il s'est trouvé qu'on a eu des candidats qui ne pouvaient pas du tout faire des entretiens parce que rentrer chez eux, ils ne pouvaient pas se connecter pour faire les entretiens qu'on leur proposait. Donc, tout ça pour dire que la visioconférence est devenue la norme de nos recrutements. Et je dirais qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt on a appris. Les candidats, les clients comme nous, on a pas mal appris de cette façon de fonctionner. Et on est en train de réinventer d'autres façons de faire les entretiens, d'autres façons d'aller assesser nos candidats. L'assessment qu'on fait de visu lorsqu'on a un candidat en face, on apprend à le refaire de façon digitale. Tout le monde parle de soft skills.
Et c'est vrai qu'évaluer les soft skills, les aptitudes interpersonnelles d'une personne par une caméra interposée, c'est un peu difficile. Donc, on utilise maintenant, on introduit de plus en plus des outils qui nous permettent d'aller un peu plus précisément sur l'identification de ces soft skills chez les candidats. D'accord. Et faire les entretiens par visio, finalement, c'est vous, dans votre métier, dans votre cœur de métier, vous dites, bon, on s'y habitue, on est obligé, c'est mieux, on perd des choses dans l'analyse des profils. Il faut en faire plus, il faut passer plus de temps avec les candidats personnellement. Je dirais qu'on ne peut plus s'arrêter à un entretien qui dure 1 heure. Je pense qu'il faut multiplier les filtres, tant pour le candidat que pour le client. Et c'est vrai aussi que le candidat, lorsqu'il est de l'autre côté, il a souvent, et ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des recherches de dirigeants et puis d'experts. Donc, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont en poste. Donc, on est en train d'aller débaucher des gens de fonctions dans lesquelles ils sont pour aller dans d'autres entreprises. Donc, il faut être très regardant et très faire attention sur la prise de risque qu'on fait prendre à ces personnes-là, surtout en ce moment. Donc, c'est vrai que même les candidats sont devenus très attentifs au choix de leurs entreprises. Et nous, en tant que cabinet, on a un vrai rôle à jouer là-dedans, dans la mesure où on joue une espèce de rôle d'intermédiation entre les deux. Pour le client, l'idée, c'est de choisir le bon candidat. Et notre rôle, c'est d'aider ce client à bien cerner le candidat. Donc, plus on multiplie les filtres d'assessment, plus on fait notre métier pour le client et inversement pour le candidat. Plus on l'aide à mieux appréhender l'entreprise dans laquelle on l'aide à aller, plus on se rapproche de la perfection en termes de mise en adéquation offre-demande des deux côtés. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Bernard, pour terminer ce premier tour de table, alors Orange, on peut dire Orange Digital, c'est natif chez vous, ou alors, comme d'habitude, est-ce que les cordonniers ont été les plus mal chaussés? Non, je crois qu'on a été tous au sein du groupe et dans toutes les filiales en Afrique. On est présent en filiale dans 17 pays, comme vous le savez. Tout le monde s'est beaucoup mobilisé. D'abord, c'était effectivement au niveau des réseaux. Tout le monde a parlé de la nécessité de tout transformer en matière de méthode de travail. Et donc, nos réseaux ont été terriblement sollicités, à la fois sur la voix et sur la data. La voix aussi a été terriblement sollicitée, ce qui nous a amené à faire en sorte de renforcer les réseaux, à la fois de façon globale, je dirais, mais aussi d'apporter des solutions pour des partenaires professionnels particuliers, notamment les hôpitaux. Donc, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits et mes collègues du secteur des réseaux étaient contents a posteriori d'avoir renforcé toute la chaîne logistique d'approvisionnement des équipements et d'être en mesure, parce que justement ces chaînes logistiques ont été un peu coupées, par exemple celles venant de Chine ou de pays lointains, mais l'existence de stocks de tampons, si on peut dire, et d'une chaîne logistique bien structurée et bien calibrée a permis de répondre aux urgences de renforcement des réseaux dans la plupart des pays, à ma connaissance. Ensuite, on s'est concentré sur un certain nombre de populations. Donc, je parlais des populations dans le secteur de la santé, bien sûr. Donc avec des forfaits très particuliers. Donc on a offert donc des forfaits gratuits à beaucoup de professionnels de santé. Alors c'était vraiment des initiatives pays par pays. Il n'y a pas eu du tout il y a eu une coordination bien sûr, mais c'est vraiment chaque pays qui prenait des initiatives, ce qui est tout à fait naturel dans ce genre de situation. Et puis la deuxième grande catégorie de populations sur lesquelles on a eu une attention particulière, c'est effectivement tout le secteur de l'éducation, avec la mise à disposition par beaucoup de nos filiales de data pass avantageux, de renforcement des data pass existants, donc et parfois allant jusqu'à la gratuité d'ailleurs pendant certaines périodes. Donc ça, c'était une action particulière. On a renforcé à cette occasion nos relations avec beaucoup d'acteurs du secteur de l'éducation et d'ailleurs on a essayé d'accélérer la mise en œuvre de notre plateforme de e-éducation, donc qui vient d'être lancée d'ailleurs, qui s'appelle Orange Campus Africa,
donc qui permet d'héberger localement des contenus, de travailler avec des universités africaines pour les aider à passer au digital dans des conditions techniques satisfaisantes. Donc ça, c'était un élément important qui a été un petit peu accéléré et renforcé par la situation particulière de ces 6 derniers mois. Alors, troisième élément, c'est tout ce qu'on a pu faire avec des startups. Vous savez qu'on a un gros travail dans pas mal de filiales en Afrique avec des accélérateurs et on a certaines de nos filiales ont aidé des entreprises locales à valoriser et à mettre en œuvre leurs solutions. Alors, c'est par exemple une plateforme N3AK en Tunisie qui avait pour ambition et qui a pour ambition de mettre en relation des individuels pour des prestations diverses et variées, que ce soit essentiellement des prestations à la personne. Et donc, c'est une plateforme qui a eu un très, très bon succès pendant toute cette période. Et puis, il y a bien sûr l'accompagnement des startups dans le secteur de la médecine, de la e-santé, pour le diagnostic à distance ou d'autres solutions comme ça, comme en Côte d'Ivoire ou au Mali. Donc, ça a été aussi un élément important. Et puis ensuite, il y a eu un effort de toutes les fondations Orange dans les différents pays pour apporter gratuitement des équipements, renforcer. Par exemple, on a créé un centre, on a aidé à mettre en place un centre d'urgence à l'aéroport de Dakar. Donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées de façon très, très décentralisée, évidemment, par nos collègues dans les 17 pays d'Orange. Et sur votre activité économique même, quel a été l'impact? Parce que autant en Europe, c'est souvent des abonnements, bon, je vais dire, les rentrées d'argent sont un peu linéaires, autant en Afrique, c'est beaucoup du prépayé. Donc, c'est les gens n'achètent pas. Et moi, j'ai cru comprendre que pour des opérateurs africains, il y a certains pays où il y a eu plus de consommation parce que plus de besoins, et d'autres, au contraire, ça s'est effondré. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi constaté? Oui, alors différence sur les pays. Oui, il y a eu des différences effectivement entre les pays. Globalement, on a quand même continué à avoir une croissance significative de l'activité. Finalement, on était à plus 5-6% de croissance du chiffre d'affaires. On est descendu à 4%, donc on reste à des taux quand même relativement importants. Il y a des segments qui se sont arrêtés, les appels entrants par exemple, où le roaming a un peu souffert, mais globalement, il y a moins de touristes. Oui, il y a moins de touristes. Donc voilà, donc ça c'est des secteurs qui ont souffert, mais globalement effectivement l'activité c'est plutôt bien maintenue. Et comme on est en phase très active de déploiement et d'acquisition de nouveaux consommateurs, de clients dans la plupart des pays, effectivement, le passage au tout numérique, si on peut dire, de la vie quotidienne a été un élément favorable pour augmenter la base client sur laquelle on peut s'appuyer. Alors là, on a fait un premier tour et merci beaucoup, surtout pour vos exemples concrets à tous. Mais malgré tout, je pense que ça n'a pas été facile dès le début, il y a eu des difficultés. Quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés? Alors, vous en avez déjà évoqué certains les uns les autres, mais est-ce que c'est essentiellement des freins techniques? Alors, quand je dis freins techniques, ça peut être qualité des réseaux pour faire de la vidéo, ça peut être des salariés ou des clients qui ne sont pas équipés, des étudiants qui ne sont pas équipés. Humain, ça peut être aussi des employés qui ne savent pas vraiment travailler en télétravail. Enfin voilà, il peut y avoir plein de facteurs ou des clients qui disparaissent du jour au lendemain. Vos principales difficultés sur ces 6 mois, elles étaient plutôt d'ordre technique, au sens large, et simuler lesquelles, ou d'ordre humain? Qui veut se lancer? Hélène? Oui, je dirais un peu les deux. Hélène et après Patrick. Pardon. Hélène. Je dirais un peu les deux. Les difficultés techniques, on en a parlé, sont évidentes en tout cas à Abidjan. Le manque d'équipement des collaborateurs aussi a été quelque chose qu'on a pris en compte. Résultat, on leur a tous donné des petites box pour qu'ils puissent travailler de chez eux, etc. Mais bon, on n'a pas énormément de data pour faire de la vidéo, etc. C'est quand même compliqué. Donc les vidéos, on fait pas, on fait que de l'audio parce que c'était techniquement compliqué. Et encore une fois, voilà, l'histoire de la pluie qui est pas si anecdotique que ça rendait des choses parfois un peu compliquées. Et après, il y a aussi le frein humain parce que
y a le côté des gens donc, oui, qui ne sont pas équipés, et puis il y a les collaborateurs ou les clients qui pipotent quand ils ne veulent pas vous parler. C'est-à-dire que c'est toujours facile de prétendre une coupure d'électricité ou de dire voilà, qu'on n'est pas joignable, etc. Et c'est autant le cas, ça m'est pas beaucoup arrivé avec des collaborateurs, mais avec des clients, etc. Et qui me disaient non, mais finalement, j'ai pas le temps, ou les prospects, j'ai pas le temps de vous parler. Puis de toute façon, il y a une coupure d'électricité dans la zone, c'est invérifiable, c'est à l'autre bout d'Abidjan. Et donc voilà, donc ça servait parfois à jongler avec les impératifs qu'on avait avec les clients ou avec des collaborateurs. Et ça a été, c'est parfois un peu rageant, et c'était un peu la limite du côté tout digital, c'est formidable, voilà, parce que j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on est sur une culture qui est vraiment du rapport humain, etc. On parle beaucoup, on se voit beaucoup, et la relation client-collaborateur est vraiment basée sur le fait d'être là et de se voir. Et le tout digital, j'y crois pas beaucoup. La seule chose que j'ai trouvée bien et que je trouve rassurante, c'est si on a eu cette période-là où on a été capable de mettre en place ces dispositifs digitaux. Si dans les semaines à venir, on a une forme de crise en Côte d'Ivoire et qu'il faut remettre les gens en télétravail ou qu'il faut se reparler avec les clients par ordinateur, etc., j'ai l'impression qu'on est rodé pour ça et que ça va rendre les choses peut-être un peu plus simples au cas où il se passerait quelque chose. D'accord, merci. Patrick, il faut vous démuter, pardon. Patrick, vous êtes en mute. Voilà, c'est bon. On a eu, je dirais, une fois qu'on a dépassé le frein technique qui sera, je pense, le dénominateur commun de nous tous, les autres freins sont des freins, je dirais, aussi d'ordre humain. Un entretien, c'est un acte de vente de part et d'autre. C'est de la vente du candidat et aussi de l'entreprise. Et on a dû, nous, en tant que cabinet, apprendre aux candidats à se mettre dans les bonnes postures pour passer les entretiens. C'est très, très simple. Lorsqu'on est dans son canapé, quelque part chez soi, on n'est pas forcément dans de bonnes postures. Donc, on a eu aussi à coacher un tout petit peu nos candidats sur ce thème-là, parce que nos clients les observent. On rentre dans l'observation d'autres facteurs que jusque-là on n'avait pas lorsqu'on faisait les entretiens de façon classique. Donc, c'est pas en tant que soit un frein, mais on a dû réapprendre à nos candidats, y compris les candidats qui sont dirigeants, de faire attention à la lumière, de faire attention de bien mettre leur ordinateur au bon niveau pour qu'il soit intelligible au moment de l'entretien. Alors, une fois qu'on arrive à décrocher le job, l'autre frein qu'on a eu, c'est la signature du contrat de travail, la signature physique du contrat de travail et l'intégration de la personne dans l'entreprise. C'est vrai que lorsqu'on rentre dans une entreprise en moment de confinement, souvent c'est parce que l'entreprise a besoin de la personne très rapidement. Souvent un entretien, c'est pour la veille. Une fois qu'on a franchi cette étape-là et on a signé le contrat, on a eu aussi des candidats qui ont intégré qui ont fait de l'onboarding de façon virtuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu. On a quelques clients qui ont signé des contrats, quelques candidats qui ont signé des contrats sans avoir vu physiquement. Jamais le client. Et je prends l'exemple d'un expatrié français qu'on a envoyé au Togo pendant cette période-là. Il se trouve qu'il habitait à Douala. Il y a eu le lockdown, donc il a commencé à travailler virtuellement à partir de Douala avant de faire bouger toute sa famille à Lomé, et ce déplacement a été fait, ce déménagement a été fait seulement au mois d'août, alors qu'il avait été recruté au mois de mai. Mais ça s'est fait. Alors en fait, là, ça participe de la confiance mutuelle entre le candidat et l'entreprise et nous, au cabinet de recrutement, qui avons passé beaucoup de temps à rassurer les uns les autres sur la réalité du contrat déjà et sur la réelle l'envie et la motivation de part et d'autre de chacun de travailler ensemble. Donc, ce n'étaient pas des freins, mais ce sont des choses qu'on ne faisait pas avant et qu'on a fait différemment pendant cette période-là. Mais c'est vrai, quand on y réfléchit, dans votre domaine, tout a été bouleversé, effectivement.
Et pour vous, le plus dur, ça devait être les entretiens virtuels, mais je pense que pour les candidats, l'onboarding ou le recrutement dans une entreprise sans voir personne avant, ça doit être quand même particulier. Entre-temps, j'ai eu une question sur les sujets d'assessment de Oui, soft skills. ouais, allez-y. Voilà, je dirais, chez Alexander Research, Allô? avant même le confinement, on a un département qui est spécialisé dans l'assessment des candidats, notamment l'assessment des outils d'assessment. On les utilisait principalement pour les salariés déjà en place. On a renforcé l'utilisation de ces outils qui sont aussi digitaux, puisque parfois c'est un simple lien qu'on envoie au candidat et il répond à des tests. Et derrière ces tests-là, on arrive à comprendre un certain nombre de choses sur la personnalité, sur les soft skills. On a poussé un peu plus loin ces outils sur les recrutements, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc, c'est des outils qui sont prouvés, qui sont testés sur des millions de personnes dans le monde. Je vais pas en faire la publicité ici, mais donc voilà. Donc, ces outils nous permettent non seulement d'assesser le candidat à l'entrée, mais ce qu'on a aussi remarqué, c'est que beaucoup d'entreprises, au lieu de recruter, ils ne prennent pas le risque de recruter, ils accentuent ce qu'ils faisaient déjà avant pour les gros groupes. Ils ont traité la promotion interne. Donc, l'outil d'assessment devient aussi un outil qui les aide aussi aujourd'hui à assesser des gens qui sont en poste aujourd'hui et auxquels ils n'avaient pas pensé pour d'autres missions, d'autres fonctions dans l'entreprise. Donc, au lieu d'aller sur du recrutement externe, on a une tendance très, très lourde d'entreprises qui aujourd'hui passent par nous pour d'abord définir les profils et les nouveaux métiers qui sont en train de naître et qui sont en train de s'accélérer ces jeux et nous demandent souvent de les aider à avoir les salariés qui sont en poste et qui sont en mesure de prendre ces postes-là. Donc là encore, l'outil d'assessment, pas seulement des soft skills, mais des hard skills parfois, permettent à ces entreprises-là, au lieu de passer par du recrutement externe, de faire du recrutement interne cette fois-ci et de faire bouger les candidats d'un poste à l'autre. Et ça, c'est aussi une dépendance lourde. Merci Patrick, c'est très clair. Inge? Oui, peut-être. Je te vois faire des… Oui, c'est la table ronde. C'est la meilleure méthode. Virtuel, interactif. Exactement. Pour faire rapidement une réponse sur la partie les freins. Les freins technologiques, je pense qu'on en a suffisamment parlé et je pense que c'était une réalité. Cependant, je trouve qu'il y a eu un travail, et je ne dis pas ça pour faire plaisir à Bernard, mais il y a eu un travail énorme des entreprises comme Orange pendant toute cette période. Donc, je pense que sans ça, on n'aura pas pu non plus mettre tout ce qu'on a fait, on n'aura pas pu le mettre en œuvre. Donc, il y a une très forte mobilisation dans les entreprises comme Orange, mais aussi des gens comme Zoom. J'ai rencontré virtuellement, du coup, Eric Yuan de Zoom. Il n'a pas dormi pendant des mois, ce monsieur, puisqu'ils ont eu une explosion et c'est grâce à lui qu'on se rencontre ce matin, une explosion de leur activité. Donc, je pense aussi, cette problématique technique était très accompagnée par des entreprises qui travaillent dans ce domaine et qui se sont mobilisées, à mes yeux, de façon assez exceptionnelle. Et après, je pense qu'il y a eu, moi je résumerai là-dessus, il y a eu un leapfrog collectif. C'est-à-dire l'humain a une motivation. Nous, on a vraiment ressenti une surmotivation de faire face à tout ça. On a pu réaliser des choses. Les clients, tu parlais des clients en Afrique. Je vois le gouverneur de la BCAO qui s'est mis tout de suite dans une idée de transformer ses formations en ligne. Donc, les gens ont réagi très vite et ont bougé les lignes très vite. Donc, pour moi, le frein a été pour beaucoup surmonté grâce à cette mobilisation humaine et cette adaptation finalement humaine. D'accord, merci beaucoup. Bernard? Oui, pour les bravo déjà. Les réseaux. On a évoqué effectivement le problème de l'équipement des personnels. Alors nous, on a évidemment pour nos personnels, on fait dans chacune des entreprises beaucoup d'efforts, mais je pense au secteur de l'éducation, effectivement pour les étudiants, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu quelques semaines de difficultés avant d'avoir accès à des équipements adéquats. Donc ça, c'était certainement des difficultés.
Un autre type de difficulté un peu différente, c'est la manière dont on peut aborder dans ce type de période des projets nouveaux, faire des projets collaboratifs avec différents acteurs venant de différents secteurs. Je pense des projets qu'on essaye de monter dans la MAGRI, par exemple. On sent que c'est quand même plus difficile de ne pas avoir cet impulse qu'on peut créer en se rencontrant, en ayant un travail de workshop plus traditionnel, même si on a essayé de le remplacer. Mais c'est vrai que je sens que pour les nouveaux projets, avec des problématiques auxquelles il faut réfléchir en commun, on n'a pas encore cette habitude complète d'utiliser de façon fluide un outil de ce type avec des gens qu'on ne connaît pas toujours très bien. Donc là, ça a été un obstacle, mais qui est mineur finalement par rapport à ce qu'on a pu, enfin les aspects très positifs qu'on a pu mettre en œuvre par ailleurs. Bernard. Je vais vous poser une dernière question à vous tous, et puis après, on laissera des minutes à la fin pour des questions-réponses. Donc, les participants, n'hésitez pas à poser des questions à partie Q&A. Il y a eu celle sous les outils de Soft Skills, et merci à Patrick d'avoir répondu. Donc, on verra les autres, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, ne pas hésiter. Un petit chat et des questions, on sera une joie de répondre. Je voudrais qu'on se projette dans le futur. Et dans le futur, peut-être chacun à 2 temps. Très court terme, 2021, pour vous, ça va être une continuité de 2020. Alors, je ne vous demande pas par rapport à l'épidémie, ce n'est pas le sujet, bien entendu, vous n'êtes pas épidémiologue, moi non plus, ni médecin. Par contre, est-ce que vous vous dites, finalement, avec le contexte qu'on connaît, on se dit que 2021, ça va être une prolongation de 2020 sur l'usage des outils digitaux dans vos activités professionnelles. Et puis, si on se positionne maintenant à 3-4 ans, on va dire, il n'y a plus la situation de crise sanitaire, heureusement, c'est réglé. Est-ce que vous vous dites, on va revenir au monde d'avant ? Ou finalement on va continuer dans le tout digital, ou ce qui est dit par exemple souvent dans le domaine de l'éducation, on va avoir un mode hybride entre certes du présentiel, qui revient, heureusement, merci sur le message pour les étudiants, mais aussi finalement le digital qui aura fait un coup, un leapfrog vraiment marquant. Donc comment vous voyez à la fois sur du court terme, l'année prochaine, continuité ou non de 2020, et puis si on se projette hors crise sanitaire, est-ce que c'est un retour au monde d'avant, ou finalement il y a eu un vrai gap et qui pour vous va être pérenne? Donc, qui veut se lancer dans le rôle de monsieur ou madame Soleil en premier? Bernard, tu n'as pas ton micro. Nous, effectivement, on ne peut être que conforté dans la stratégie qu'on a établie à la fin de l'année dernière, à la fin 2019, Engage 2025, de mettre un accent tout particulier sur les réseaux et sur la construction une ambition d'accompagner complètement tous les acteurs dans l'accès universel au broadband. C'est une demande très très forte, notamment venant des gouvernements africains et des institutions internationales. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est complètement sur la table. On investit 1 milliard d'euros par an dans nos réseaux et nos infrastructures en Afrique, et on va continuer dans les 5 prochaines années du plan stratégique d'Orange. Et on essaye de trouver aujourd'hui, et je pense que l'épisode de la crise nous renforce encore dans cette idée d'aller vers des modèles un petit peu différents de ce que l'on faisait auparavant, notamment par le partage de réseaux, donc pour accélérer la couverture avec nos concurrents, ce qu'on fait beaucoup en Europe déjà, mais ce qu'on a très peu fait finalement en Afrique jusqu'à maintenant. Donc là, ça devient quelque part une urgence et de travailler de manière différente, notamment pour les zones rurales où là, on essaye d'industrialiser ce qu'on a déjà fait pour apporter dans des conditions meilleures la voie et Internet dans les zones rurales. On a testé beaucoup de partenaires et on essaye d'aller maintenant plus loin, à la fois nous-mêmes, mais aussi en partenariat avec des acteurs, que ce soit nos concurrents opérateurs, mais aussi d'autres acteurs industriels qui se développent dans ce domaine. Et effectivement, je citais la plateforme de e-éducation. Je pense qu'il y a un besoin très fort d'outils complémentaires des réseaux qui sont les data centers. On a déjà construit des data centers dans plusieurs pays, mais il y a une vraie volonté aussi de maîtriser la donnée de plus en plus de la part des autorités africaines, et l'importance du numérique va les amener, je pense, encore plus les gouvernements africains à avoir une attention particulière sur ce sujet également.
On va continuer sur l'éducation. Inge, j'ai organisé début septembre un webinaire sur l'éducation, l'enseignement supérieur et le digital. Alors en France, hein, pas dédié à Afrique. Et il y avait dans les intervenants le dean des arts et métiers. Et il nous racontait qu'il avait rédigé en décembre 2019 son plan digital 2025, ambitieux, et qu'en septembre 2020, son plan 2025 était réalisé. Donc lui, c'était 5 ans qu'il avait gagné. Est-ce que tu dis, ouais, on a vraiment fait un bond formidable dans notre secteur? Ça, c'est très amusant parce qu'alors, donc nous, on a un CDO à HEC, donc on a un Chief Digital Officer, c'est pas forcément courant, mais donc depuis plusieurs années maintenant. Et donc, j'ai croisé ce CDO dans un couloir, effectivement, on va dire au bout d'1 mois et demi de cette crise. Et il a dit d'ailleurs la même temporalité qu'il avait gagné 5 ans sur son plan digital et qu'il fallait qu'il en réécrive un autre parce que celui-là était fait. Et qu'il n'aurait jamais même osé imaginer tout ce qu'on avait fait là. Donc, on revient sur cette capacité d'adaptation qui, donc, du coup, continuer sur ta question, court terme 2021 pour nous va rester effectivement sur ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de online, du hybride dès que c'est possible. C'est peut-être un peu ça. On le fait beaucoup aussi avec nos clients parce qu'on fait pas mal de formations sur mesure. Je parlais du gouverneur, de la BCAO tout à l'heure. On est en train de voir des programmes digitalisés aussi pour les clients. Donc, c'est aussi à la demande des clients. C'est peut-être mon deuxième enseignement. C'est les clients aussi qui nous poussent à avancer là-dessus et qu'ils y voient finalement, on a quand même un rayonnement, on va pas utiliser le mot reach en anglais, beaucoup plus large avec les outils. Donc, en Afrique, où l'éducation est quand même un sujet, je pense, excessivement important, sociétal, pour aussi l'économie de demain, le fait d'avoir, grâce aux outils, un reach plus large nous encourage plutôt. Donc, pardon, j'ai perdu une partie de mon oreillette. Donc, oui, on va continuer court terme 2021, hybride, mais voilà, du coup, on adapte nos programmes qui vont être délivrés sur place. Ça, c'est un premier volet. Je pense que ça durera, pour te dire. Je pense qu'il y a des changements d'usage qu'on voit clairement. Donc, à partir du moment où on parle de hybride, je pense que dans l'éducation, ça va rester quelque chose d'important et le digital va durablement, du moins je l'espère, très sincèrement, pour l'éducation, permettre de rendre accessible l'éducation à un plus grand nombre. On le dit souvent, mais c'est une réalité. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on fait des activités nouvelles? C'est un peu la question qu'on se pose en ce moment, encore une fois, ensemble avec des partenaires. Bon, moi, je suis en charge de toute l'innovation, comme tu disais. Alors, nous, on n'a pas eu baisse d'activité pendant la période, ça c'est sûr. Nos entrepreneurs sont aussi très actifs. Bernard en parlait tout à l'heure, mais la partie start-up, les entrepreneurs contribuent beaucoup à cette façon d'imaginer le demain de notre économie et de nos organisations autrement. Donc, je pense qu'il y a une grosse activité là-dessus. Et donc, je pense qu'on va essayer aussi d'animer un tout petit peu cet écosystème-là, qui fait partie aussi d'HEC, on le sait moins, mais et ensemble, par exemple en Afrique, d'ailleurs, Bernard avec Orange, des challenges qu'on organise pour les startups qui vont s'appeler Mastermind. Voilà. Donc, on essaie aussi de contribuer au-delà de l'éducation et des outils même. Je pense qu'il y a un impact sur la société. Il faut reconstruire l'économie. On a quand même une crise. On vit une crise économique. Donc, comment on réinvente l'économie de demain et peut-être un peu autrement. Tout à fait. Hélène, pour une agence de com digital, c'est quand même une belle aventure, hein, si ça continue. Oui, mais alors, curieusement, je ne vais pas tellement prêcher pour ma paroisse. Sans vouloir philosopher, je ne crois pas beaucoup au monde d'après. Je trouve que c'est un concept qui a été, pour moi, a été largement galvaudé. Et il y a deux choses. En agence de com, on a besoin de gens qui soient créatifs. Les gens ne sont pas créatifs devant leur ordinateur. Ils sont créatifs à la machine à café, ils sont créatifs quand ils se parlent, ils sont créatifs quand ils discutent sur des concepts. Et c'est là où on arrive à avoir des bonnes campagnes, on arrive à avoir des bonnes idées, etc. On va servir de tout ce qui est Hangout, Zoom, etc. en support quand on n'aura pas le choix. Mais dans notre métier, qui est un métier qui veut créatif, qui essaye de l'être en tout cas, on peut difficilement se permettre de se dire, en fait, on reste chacun chez soi, la seule fenêtre ouverte sur le monde qu'on a, c'est Google, et on se débrouille avec ça. Je crois que déjà que le modèle d'agence de com
souffrent de cette crise-là, je pense qu'on va se tirer une balle dans le pied à faire du total digital. Ça, c'est du côté collaborateur. Du côté client, oui, on support, génial, faisons des zooms, etc. Mais la rencontre avec un client et la rencontre avec un prospect et le fait de se déplacer pour aller le voir, c'est beaucoup plus complexe, et a fortiori en ce moment de voyager, d'aller voir des gens, et je vous assure que les gens ils sont extrêmement sensibles. J'étais la semaine dernière à Dubaï, j'ai trouvé ça, maintenant on voyage avec un dossier de pourcentage. Mais je vous assure que les clients que j'ai à Dubaï, avec qui j'ai des très bonnes relations, on s'est beaucoup parlé par Zoom pendant le confinement, pendant toute cette crise. Mais c'était vachement sympa de se voir, et qu'est-ce qu'ils sont sensibles au fait que on soit venu et que j'ai pris le risque de rester bloqué là-bas, etc. Et je crois, le côté relation humaine, je pense pas qu'on va le gérer par Zoom. Et le côté relation client aussi, je pense que voilà, il y a quelque chose à garder du côté humain, et que tout ce qui est outils digitaux vont rester comme des supports de quand on ne peut pas faire autrement, de la relation client et la relation avec les collaborateurs. Je partage à 200%, tout à fait d'accord. Patrick, alors vous qui êtes vraiment dans un métier de l'humain, j'imagine que vous vous retrouvez aussi un peu de ce que vient de dire Hélène. Il faut enlever le mute. Non, vous êtes toujours en mute. Mute, Patrick. On ne vous entend pas. Oui, j'adhère complètement à ce que Hélène vient de dire. Moi, j'aime à dire que la technologie est neutre, et c'est ce qu'on en fait qui est important. Donc, si on reste dans cette neutralité, dans notre métier et dans beaucoup de métiers, je pense aussi que on est dans une évolution, et les changements, les mutations qui étaient en cours se sont tout simplement accélérés ces derniers mois. Ça va continuer à s'accélérer. Je pense pour notre métier à nous, c'est aussi une chance de revenir un peu à l'humain. La technologie ne fera pas tout. Les visioconférences en entretien, ce n'est pas la panacée. Je pense qu'elle nous oblige aujourd'hui, nous, cabinet de recrutement, conseil en ressources humaines, à aller sur une dimension plus conseil, sur laquelle on a tendance à passer trop vite. On n'est pas juste des intermédiaires. On doit rentrer aussi dans les sujets de stratégie de gestion humaine d'entreprise. On parle plus de GPEC. La GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises, est devenue un tabou pendant des années. Je pense que cette notion revient en force. Notre rôle aujourd'hui n'est pas que de mettre en contact les candidats, mais c'est aussi d'aider et d'accompagner les entreprises à identifier les potentiels internes aussi, à les faire évoluer en interne, à les faire changer de métier dans l'entreprise. Donc j'adhère complètement à ce que Hélène disait sur la mission, l'humanité. Je disais en introduction, je disais tout à l'heure que nos clients étaient ravis qu'on les appelle pendant le confinement. Je prolonge ça en disant que ce serait bien qu'on aille les voir, tout simplement. Donc j'adhère complètement à cette façon de voir les choses. Merci beaucoup. Alors, l'exemple venant d'en haut, nous avons deux questions, et c'est des questions d'Étienne Giraud, ce président du CIAN. Donc, merci Étienne, mais les autres, n'hésitez pas aussi à en faire. Alors, il y en a une spécifique à Inge. Comment est-ce que les enseignants ont pu, en quelques jours, quelques semaines, adapter leurs cours au digital? C'est quoi le secret? Il faudrait en inviter un pour qu'il en parle. Non, mais très concrètement, comment on l'a géré je disais tout à l'heure qu'on a un CDO, donc on a une équipe sur l'innovation digitale au sein de l'école, et évidemment une DSI. Donc, c'était un travail entre les professeurs avec cette équipe-là, qui travaille aussi sur l'innovation pédagogique, justement. Donc, on avait la chance, on va dire, d'avoir des équipes existantes, si je devais résumer, qui ont pu se mobiliser à 200, voire 300%, et qui ont accompagné les professeurs. On a aussi formé les program managers chez nous en interne, donc qui ont accompagné les professeurs. Donc, je pense que ça a été un travail de ces deux équipes entre l'école et les professeurs, ce qui a certainement permis de faire les choses plus rapidement. Et encore une fois, c'était des choses qui étaient en place, qui ont été mobilisables très rapidement. Et puis après, ils ont revu leurs cours et ils se sont plongés dedans
dedans. Ils ont fait des cours, comment j'utilise mon Zoom. On est passé par là aussi. Hein. Comment je fais rentrer dans un sous-groupe. Je vous passe les détails. Mais ils se sont mobilisés. On revient sur l'humain. On l'a abordé sur plus de différentes façons. Ça aussi, c'était une mobilisation humaine. Voilà, donc j'avoue, c'était une belle expérience en fait de voir ça, Étienne. Voilà. Mais pour plus de détails, je pense qu'il faut que tu en invites un pour qu'il t'en parle de ces On va refaire une 7 nouvelle jours pour tout basculer. Voilà. Merci. Et puis la deuxième question d'Étienne concerne tout le monde. C'était les difficultés techniques de vos parties prenantes. Et je pense qu'il parle beaucoup des administrations, à mon avis, donc matériel inadapté ou vieux, problème de bande passante. Enfin, moi, je l'ai vécu, mais vous, est-ce que vous avez aussi vécu? Donc, on ne parle pas de vos clients directs ou même de vos salariés ou vos équipes, mais c'est parfois ces parties prenantes, dont je pense beaucoup l'administration. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques soucis techniques peut-être plus importants qu'ailleurs? Non, ça vous inspire pas? Si en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup, pour sortir du territoire, on a une déclaration de transport à remplir en ligne. Ça a été la grande nouveauté du gouvernement ivoirien qui n'a pas fonctionné pendant 72 heures. Donc, en fait, on s'est retrouvé à l'aéroport à dire j'ai pas le papier, mais parce que ça ne fonctionnait pas. C'est toujours la même chose pour les tests Covid qu'on doit faire. Enfin, la volonté est là. On essaye de mettre les choses en place, etc. On est souvent limité face à des problèmes techniques où les paiements en ligne ne fonctionnent pas, etc. Et du coup, c'est des situations un peu ubuesques de gens qui disent « mais j'ai payé, mais en fait, on n'a pas le reçu parce qu'on n'a pas réussi à imprimer le reçu. » Enfin, voilà. Donc, ça a été… La volonté est là. Il y a une volonté de la part du gouvernement ivoirien de digitaliser beaucoup de choses. Ils viennent de mettre en place une plateforme pour payer ses impôts en ligne. C'est pareil, la volonté est là. On avance, on fait des choses, voilà. Aujourd'hui, on est face à quand même des soucis techniques qui sont intéressants. Et voilà. Mais ce qui est bien et ce que je trouve intéressant du fait de ce confinement, etc., c'est vraiment qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de digitaliser la plupart des choses et de ne pas faire en sorte d'avancer cette espèce de paperasse ivoirienne où on ne s'en sort plus. Voilà. Donc, moi, je pense que dans les mois qui viennent, ce sera encore mieux. Aujourd'hui, il y a une marge de progression qui est non négligeable. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Oui. Patrick, Bernard, un commentaire sur cette question d'Étienne? Oui, je pense qu'il y avait certainement un problème général de difficulté d'équipement. Je n'ai pas d'exemple concret. Il faudrait que mes collègues sur place ont certainement beaucoup d'exemples à donner. L'élément on parle beaucoup d'accès et effectivement de connectivité. Effectivement, pour rendre fluides les services, le paiement par mobile est un élément très important. Et c'est vrai que le paiement des impôts est un des segments qui progresse le plus. Parce que effectivement l'État en retire un meilleur taux de recouvrement et donc il y a tout intérêt à encourager ce développement. Donc c'est un des éléments qui progresse, mais bien sûr en France ça marche très bien, je dois dire maintenant, mais c'est vrai que c'est une transition très forte dans l'organisation des systèmes informatiques dans les différents pays. Patrick, Inge, un commentaire? Rien de spécial à rajouter, Jean-Michel, sur le sujet. Et Inge? Non, je pense qu'on a bien partagé notre expérience et je pense que ça dépend effectivement des endroits. Ouais. On a des étudiants du monde entier et en Afrique, effectivement, les 54 pays. Je pense qu'il y a vraiment aussi des différences géographiques. Oui. J'avais une dernière question, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Moi, un des constats que j'ai fait, très empirique, et on a dit que souvent l'humain était aussi important que la technique, voire plus, c'est des vrais écarts selon les pays qui ne sont pas liés forcément à la technique, mais à la méthode de management. Alors, je ne suis pas sociologue, donc ce que je vous dis n'est pas scientifique, mais j'ai constaté, et je l'ai partagé avec plein de gens, que dans les pays africains où il y avait beaucoup de micromanagement dans les entreprises, le télétravail était compliqué, alors que dans d'autres, c'était plus facile. Et ce, indépendamment des questions techniques. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti? Je n'aurai pas de nom de pays, mais je pourrais le faire, mais je le ferai en off. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir, voir que en fait, les méthodes de management, il y a certains pays qui sont plutôt beaucoup de micromanagement, on sent que le télétravail a été très dur à adopter, mais à la fois des dirigeants, managers, que des équipes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi constaté empiriquement? Oula. Là, je ne pourrais pas répondre. Bon.
Patrick? Non, c'est difficile. Moi, je dirais que la seule réponse que je peux faire, c'est qu'il y a une vraie dichotomie entre grandes et petites entreprises, petites et grandes entreprises. Je dirais, les entreprises purement africaines ont certainement eu plus de mal, purement africaines et TPE, PME africaines ont certainement eu plus de mal à gérer cette période-là parce que le management est souvent très familial, très, comme vous dites, très micro-management. Mais à l'inverse, les multinationales pour lesquelles nous on travaille beaucoup, mais on travaille aussi pour les TPE-PME, ont une organisation avec des formations de managers qui sont nettement, qui leur permettent qui leur ont permis de passer cette vague-là. Donc la différenciation que je ferais, ce serait la taille peut-être de l'entreprise. Voilà. Donc ouais. On pourra faire une autre session. Oui, mais c'est un sujet. Ingrid, il y a peut-être des cours de management à faire. C'est quoi être manager au temps du télétravail, hein? Mais tu ne penses pas si bien dire. Non, ce qu'on peut, indépendamment effectivement des cours sur ce type de sujet, non, mais ce qu'on peut constater, au fait, c'est intéressant, c'est on vient de faire notre entrée à Abidjan de notre master de stratégie et management d'unité stratégique, pardon, qui est la plus grande rentrée qu'on ait jamais fait à Abidjan. Donc, alors, pourquoi je parle de ça? C'est qu'en fait, il y a une appétence, pour faire lien avec ta question, il y a une appétence d'apprendre, de se former, de se reformer. Donc, on a vu vraiment une augmentation, j'en parlais tout à l'heure, des étudiants où il y avait beaucoup de demandes, mais il y a aussi, voilà, dans cette formation continue. Donc, on sent vraiment une appétence pour se former. Et effectivement, les cours commencent à intégrer ces problématiques ou ces nouveautés de management. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est effectivement en train d'évoluer et une partie qui sera peut-être faite par l'éducation. Mais on sent une impétence ou une remise en question par moment, voire un besoin urgent d'outils pour faire face à ça. Se sentir pas forcément armé pour cette façon de manager et même de gérer, encore une fois, une crise et une après-crise. Ça impacte quand même fortement les stratégies des entreprises. Encore une fois, au-delà de ce qu'on a pu apprendre des outils et comment on a géré les outils, mais il y a quand même une crise économique derrière. Merci. En tout cas, oui, c'est la magie du digital. On a commencé à l'heure, on finit à l'heure, ce qu'on ne fait jamais en physique. En tout cas, je vais vous remercier d'une part d'avoir joué le jeu, parce qu'on a fait un appel à la candidature pour vos témoignages. Donc, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Et puis, au cours de cette heure, d'avoir été très concret. Ce n'était pas de la théorie, c'était vraiment des exemples concrets. Et je pense que l'ensemble des participants auront apprécié ces exemples concrets. Donc, je voulais vous remercier tous les quatre. On ne peut pas faire de standing ovation, mais je le fais quand même au nom de l'ensemble des participants. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.